Bienvenue dans cet autre épisode des Salles du français dont nous avons perdu le compte, mais ce n'est rien de grave, là n'est pas le propos et on compense avec d'excellents invités comme celui d'aujourd'hui. Nous recevons dans les Salles du français Frédéric Desjardins, qui est un professeur de français dans la région de Québec, pour résumer son résumé, comme les Anglais diraient, si rapidement que ça. Bienvenue dans les Salles du français, Frédéric. Merci d'être avec nous. Oui, salut, ça va bien, je suis content d'être là. Yes! On essaie toujours de commencer avec le commencement dans ces podcasts-ci. Alors, comment ça a commencé, l'idée de devenir prof de français? Est-ce que la profession de professeur était à l'ordre du jour avant le français? Raconte-nous un peu comment tu t'es intéressé à la discipline particulièrement. Ben, en fait, c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'ai eu un enseignant au collégial qui s'appelait Claude Paradis, qui est un poète, en fait, là, aussi. Et il fêtait ses 60 ans, justement, je suis sur Facebook la semaine dernière, puis il relatait un peu son parcours, tout ça, puis je lui ai écrit, parce qu'on a resté, ça faisait quand même peut-être 15 ans là, qu'on ne s'était pas vraiment parlé depuis mon collégial, et puis on avait une bonne relation, puis je lui ai dit à quel point il m'avait forgé comme individu, en fait. À cette époque-là, je savais pas trop. J'aimais le français, mais pas plus. Là, mais en le côtoyant, finalement, ça m'a donné le goût, finalement, d'enseigner, d'écrire et beaucoup de lire aussi. Je lisais déjà avant, au secondaire, mais avec lui, ça a pris une tournure nouvelle. Bon. Et puis ensuite, je suis allé à l'université en littérature parce que c'est ça ce qui m'intéressait le plus. Aussi, j'écris, là, comme tu le sais, là, j'écris je suis parolier aussi, là, j'ai gagné, donc, Festival en chanson de Petite-Vallée. Ben oui, c'est pour ça qu'on s'était parlé au départ, d'ailleurs. Effectivement, et donc ça, c'est une grosse partie, là. Ça va ensemble pour toi, donc, effectivement. La musique, la littérature et maintenant enseigner. C'est au secondaire où tu es professeur. Oui, en fait, mais c'est ça, j'ai pas passé par la filière habituelle, on va dire. Là. J'ai fait un bac, une maîtrise en littérature. Ouais. Et ensuite, j'ai eu un premier contrat au secondaire, puis même si je n'étais pas formé pour ça, mais par la suite, je suis allé refaire mes cours là, pour pouvoir avoir ma licence, là, mon brevet d'enseignement, tout ça. Parce que donc, faire une maîtrise en littérature, ça peut t'amener à être enseignant à l'université, tout ça, mais c'est un chemin qui m'intéressait moins. J'avais le goût de donner, là, d'aller plutôt du côté des jeunes. Solidifier les bases plutôt que de fignoler quand c'est déjà développé un peu. Ouais. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus, en tout cas, c'est ce qui est de plus en plus demandé au niveau du secondaire, c'est des profs qui sont pas uniquement axés sur la grammaire, mais qui ont un volet plus large. Donc, un prof de littérature, ça peut amener justement à approfondir là, ou amener les élèves ailleurs aussi, point de vue du français. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi, et qui est apprécié des gens. Pas de doute. Puis, pour ta connaissance d'autour, les collègues, généralement, la grande majorité des profs de français, quand même, c'est le bac en enseignement, puis on se spécialise à la fin. Est-ce que je me trompe? C'est comme ça que En fait, non. C'est un bac. Le processus habituel, c'est que les gens font ce qu'on appelle un bac en enseignement au secondaire, un BES. Voilà. Et effectivement, il y a ce que tu dis, là, c'est de 4 ans, donc les 3 premières années, finalement, là, il y a... Psychologie, enseignement, la base. Mais à un moment donné, c'est ça, il y a des cours, si tu veux être, par exemple, professeur d'histoire ou professeur de français, ben là, tu vas avoir une lignée particulière pour ça. Il y a eu, mes collègues, par contre, il y a eu un double champ, à un moment donné, là. Il y en a qui sont comme, par exemple, à la fois prof de français et prof de mathématiques, là. Donc, c'est pas évident. Là, ceux qui ont fait ça, ils ont rushé, comme on dit. Ben, c'est sûr. Ouais. Et peut-être que, vu l'importance que ça a, la langue pour la culture, puis après, pour les gens, pour jauger des candidatures dans des emplois, et puis la carrière professionnelle, tout ça, ça pourrait être intéressant que peut-être qu'il y ait un focus plus grand, qu'il y a des gens capables de maîtriser 2 domaines importants à la fois. Et là, je me demandais,
on va dans l'apprentissage aujourd'hui. Tu es rendu que c'est ce que tu fais pour vivre, d'amener des jeunes à avoir un meilleur français. Il y a toujours la partie grammaire, il y a la partie orale et je crois qu'il y a la partie composition. Est-ce qu'on peut diviser les trois comme ça ou composition est simplement avec la grammaire dans l'écrit? Oui, en fait, il y a trois compétences. En fait, c'est écriture, lecture et orale. Effectivement, en écriture, évidemment, c'est dans ce volet-là qu'on va valider donc ce qu'ils sont capables de faire à l'écrit, aussi l'orthographe, tout ça, donc la syntaxe, être capable de bien organiser ses idées. Okay. Et évidemment, chaque niveau de 1 à 5, là, différents créneaux, là. Comme moi, je suis enseignant de deuxième secondaire, et puis nous, c'est vraiment le texte. En fait, on les amène vers l'examen du ministère. Donc, c'est ça. En français, il y a 3 types de compétences, en fait. Là. Il y a écriture, lecture, orale. Et finalement, en écriture, en fait, on valide là, l'écrit chez les jeunes, l'orthographe, etc., voir s'ils sont capables de bien argumenter. La grammaire est là beaucoup. Oui, et les règles de grammaire qui sont pas nécessairement toujours si bien assimilées. Effectivement. Mais il y a du monde qui, sans les assimiler, vont les mettre en pratique avec la lecture. Personnellement, je me rappelle plus vraiment des règles de grammaire, puis j'ai jamais tant focusé là-dessus parce que ça s'appliquait de soi parce que je faisais beaucoup de lecture. Puis je veux revenir sur justement un des 3 piliers de l'apprentissage du français au Québec, la lecture. On a l'impression que ça peut être fortuit un peu, un coup d'épée dans l'eau, de vérifier le niveau de capacité de lecture de quelqu'un qui est en secondaire 4, qui devrait être très capable de le faire. Mais c'est pas nécessairement le but de ces exercices-là de lecture, c'est de générer un intérêt. Est-ce que c'est vraiment ça, rendu à un certain niveau qu'on veut développer? Ou... Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Là. Ce qu'on veut, c'est les amener à aimer la lecture. Là. Moi, quand je fais lire à mes élèves, je leur dis, focussez pas sur le fait qu'il va y avoir un examen. Là. Essayez d'apprécier le texte aussi. Et d'ailleurs, en deuxième secondaire, là, c'est là que ça se passe souvent. Surtout les garçons ont plus de misère généralement là, à accrocher. Donc, c'est de trouver là, ou de choisir une thématique qui va aller les accrocher. Par exemple, en 2, moi, je commence toujours par un roman qui s'appelle La piste sauvage, et puis ça va les toucher parce que dans le roman, c'est un petit gars, justement, qui aime pas du tout l'école, qui aime pas lire et tout ça, puis il rentre dans une espèce d'aventure... Donc, une aventure là, de course automobile, tout ça, donc ça va chercher les jeunes. Puis, c'est d'y aller tranquillement comme ça. Même il y en a qui me disent, monsieur, moi, ce que j'aime, c'est les bandes dessinées. Je dis, OK, tu commences par leur faire lire des bandes dessinées, tranquillement, pas vite, tu les amènes vers quelque chose de plus substantiel, tout ça. Mais effectivement, là, quand on arrive en 4, en 5, c'est des romans là, beaucoup plus, peut-être plus littéraires, on va dire, hein, puis les amener là, vers... Mais c'est normal qu'en 4-5, ils s'en vont généralement vers le cégep. Là, donc, oui, ils ont les capacités normalement. Avant ça, moi, j'ai toujours pensé que pour rendre la lecture cool, ça prendrait peut-être une publicité qui serait présentée à tous les élèves avec une vision de publicitaire là, de non politically correct. Exemple, là, des gars qui arrivent, des gars vraiment plus cool, plus vieux, puis qui sacent à la limite, puis qui disent, si tu lis pas, tu l'as pas pantoute, il faut que tu sois capable de lire un livre. C'est pas fou. Ouais, je pense qu'un jour, puis dans l'éducation en général, il va falloir se rendre à ça, mais je m'égare. Pour ce qui est juste une petite parenthèse, ce que tu dis, tu as raison, parce que souvent, peut-être que les jeunes ont l'impression que lire, c'est quelque chose d'intellectuel, qui n'est pas accessible à tous, tandis que tout le monde lit, dans le fond. Là. Ça paraît quand les gens ne lisent pas, puis après ça, ça devient moins cool, pas mal. Ça s'inverse. Alors, il faut qu'ils comprennent ça. Mais bon, pour ce qui est aussi de mon expérience du secondaire, moi, j'aimais lire, mais moi, je voulais toujours que ça soit utile. Alors, les romans,
j'en ai attrapé d'excellents au secondaire aussi. Là, je pense notamment à Jonathan Le Goéland. Est-ce que vous... Oui, c'est très bon. C'est merveilleux. On apprend, on philosophe, mais aussi des fois, tu sais, c'est un peu plus futile. Là. Moi, des histoires d'amour, ça m'intéressait pas. Est-ce qu'il y a une ouverture pour amener des lectures autres que des choses romancées? Genre, je sais pas, moi, des biographies politiques, des livres d'histoire carrément. En français, oui, c'est permis que vous présentiez ça aux élèves. C'est ça. Puis, comme je disais, chaque niveau, tu sais, comme en première secondaire, on va voir beaucoup le fantastique, le merveilleux. Deuxième secondaire, on aborde beaucoup le roman policier. Là, donc, on touche à différents genres. Ouais. Puis, effectivement, nous, on a ouvert, par exemple, il y a toujours, là, nous, souvent, il y a un exposé oral où les jeunes doivent justement venir nous parler d'une lecture. Puis, on ouvre beaucoup plus large là, qu'on faisait avant. Là. On leur permet justement des biographies, à la limite, une bande dessinée. OK. Ah ouais, même une bande dessinée. Oui, beaucoup plus, par exemple, une bande dessinée là, qui est peut-être plus travaillée, on va dire. C'est pas un Garfield. Là. Pas Boule et Bill. Garfield avec une bulle par page. Oui, c'est ça. Okay. Effectivement. Là, essayer d'aller vers quelque chose de plus littéraire, entre parenthèses, paralittérature, la bande dessinée, qui est quand même un genre en soi. Là. Moi, j'aime bien. Là, bien sûr. Et là, on est dans la lecture. Je comprends que c'est un défi, comme prof de français, d'intéresser des jeunes à ça. Oui. Mais c'est probablement pas le défi principal. J'ai l'impression qu'on doit revenir à la grammaire. C'est la grammaire qui est le plus compliqué à faire en sorte que les jeunes mettent les efforts nécessaires, puis il y en a beaucoup à mettre dans ce giron-là. Mm-hmm. Au niveau de la motivation, est-ce qu'il y a maintenant des façons de faire différentes qui ont changé récemment? Parce que de dire « ça va vous être utile », ben là, c'est vrai pour toutes les matières. Ouais. Est-ce que du ministère, je comprends que les profs ont un pouvoir discrétionnaire et une chance, mais de ce qu'on vous livre là, dans le prêt à livrer, est-ce qu'il y a vraiment un beau travail, à ton avis, de motivation pour les jeunes, pour la grammaire? Oui, bien, ça fait partie, on va dire, là, de ce qu'on appelle, nous, notre côté professionnel. En fait, on a, comme tu le dis, un pouvoir discrétionnaire. Là. Il y a quand même des grandes lignes à aborder, mais on peut le faire là, chacun de notre manière. Là, ça, c'est à nous à essayer de trouver des façons, là, justement, d'amener ça autrement. Là. Mais c'est pas tant évident que ça non plus. Là. On peut pas révolutionner. Là, ben non. À 100%, je veux dire, apprendre une règle, il faut que tu l'apprennes, tout ça, mais c'est dans la façon de l'amener. Et moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que les jeunes, ils ont comme pas confiance en eux. Fait que, par exemple, on travaillait les pronoms, là. Je donne un exemple, là, cette semaine, puis tu sais, avant même, on travaille, puis moi, j'aime beaucoup, tu sais, faire des phrases avec eux autres, puis leur demander, tu sais, décortiquer la phrase. Bon, le pronom, qu'est-ce que ça reprend, tu sais, ça est là dans le mot, ça reprend un nom. Donc, à ce moment-là, tu les amènes, mais souvent, ils vont tout de suite dire, c'est quoi un pronom? Je sais pas. Fait que là, dans le fond, c'est d'y aller avec eux autres. Je suis pas capable de le trouver, par exemple. Je leur dis, bon, mettons, la maison est rouge, elle est belle, par exemple. C'est une phrase facile, là, mais donc, elle reprend quoi? Même là, des fois, ils ont de la misère à savoir que ça reprend la maison, par exemple. Pourtant, c'est comme je leur dis, pourtant, vous le faites. C'est ce que ça touche un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. À l'oral, vous le faites instinctivement sans savoir que c'est ça qui est un peu drôle. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, vous le faites à l'oral sans trop savoir qu'est-ce que vous faites finalement. Parce que tu utilises des pronoms quand tu parles à tes amis. Par exemple, des pronoms aussi difficiles que, par exemple, hier, nous sommes, moi et mon ami, nous sommes allés au golf, par exemple. Il est allé... il y est allé, par exemple, si on pronominalise le tout, en utilisant un Y, par exemple, ben, ils vont le faire, les gens, à l'oral, mais sans savoir que Y, c'est un pronom, que ça reprend un élément antécédent dans la phrase, etc. Donc, mais c'est de le faire avec eux autres. Là, quand ils finissent par comprendre, ben, ils sont contents, puis là, ils veulent en faire. C'est vraiment de les amener à avoir confiance en eux, surtout. Là. Bon. Moi, là, j'entends le mot pronom. Je suis bon en français. Oui. Je suis plus qu'au-dessus de la moyenne. Oui. Mais je me rappelais plus c'était quoi un pronom.
Ouais, ben c'est ça, on oublie. C'est les élèves, nous, par exemple, en première secondaire, vont voir ces éléments-là. On arrive en deux. Faut rafraîchir leur esprit, ils s'en souviennent pas. Bon, mais est-ce que c'est indispensable? Ben moi, c'est ce que je leur dis, par exemple. Je leur dis, écoutez, là, il faut l'apprendre, tu sais, puis on n'ira pas dans le détail. Par exemple, en deuxième secondaire, tu sais, je veux pas qu'ils apprennent, par exemple, c'est quoi un pronom démonstratif, un pronom, tu sais, je veux qu'ils soient capables au moins de trouver c'est quoi le pronom dans la phrase. On commencera pas à aller dans le détail, tu sais. C'est pour ça, tu sais, des fois, on va y aller juste pour le voir, mais je leur dis, si tu vas plus loin, par exemple, dans tes études, puis que tu vas en littérature, ou que, bon, à ce moment-là, tu peaufineras tes trucs, mais dans la vie de tous les jours, peu importe ce que tu vas faire, ça dépend. Là. Si, par exemple, tu t'en vas mécanicien, il faut quand même savoir écrire, mais je veux dire, ça ne sera pas la priorité dans ta vie là, en faisant un DEP. Donc, moi, ce que je veux, c'est te donner une bonne base en deuxième secondaire, surtout qu'en deuxième secondaire, c'est beaucoup là qui a ce qu'on appelle le mur, là, dans le fond, c'est que les élèves, s'ils passent pas leur deuxième secondaire, ils doublent, etc., ils vont s'en aller, soit ils peuvent aller faire un pré-DEP qu'on appelle, ou ils vont s'en aller dans une voie peut-être plus de métier semi-spécialisé, ou d'aller justement faire un DEP, etc. Tandis que quand tu passes en troisième secondaire, c'est là que tu vas continuer 4-5, cégep ou technique. T'es parti pour quelque chose qui va te demander plus de français, évidemment. Oui, effectivement, ou plus d'études, tout ça, tandis que c'est pour ça que ceux, généralement, qui, après, en deuxième secondaire, donc, s'en vont en pré-DEP, c'est des gens, généralement, qui aiment les trucs manuels, par exemple, que le français, c'est pas... Donc, moi, c'est de les amener juste à apprécier un petit peu, tu sais, notre culture, être capable d'écrire comme du monde, et savoir que c'est un pronom, un pronom démonstratif dans la phrase, je suis pas sûr. C'est absolument inutile. Puis justement, ça gruge du temps pour qu'après ça, il soit capable d'écrire EZ, ER ou bien E accent aigu, le bon au bon moment, et des fautes communes comme ça, qu'on voit même avec des gens qui ont des diplômes universitaires. Personnellement, je le constate régulièrement. Et ça, je voudrais qu'on s'avance sur une explication. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un résumé à chaque fin d'année de secondaire des fautes les plus communes, puis que là, on rectifie parce que je comprends que c'est important là, qu'on approfondisse, mais à force de se perdre comme ça, on échappe de l'essentiel. Qu'est-ce que tu verrais qu'on devrait améliorer pour justement qu'au moins ces fautes les plus communes, là, j'appelle ça des fautes facebookiennes communes, là, qu'on finisse par s'en débarrasser de façon plus générale? En fait, moi, personnellement, ce que je fais, puis mes collègues aussi, c'est que c'est pas à la fin de l'année, mais c'est au début de l'année, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des tests diagnostiques, là, tu sais. On leur fait écrire, par exemple, ma passion, ou des trucs sur eux, puis des petits tests, là, petites dictées, justement, dans lesquels il va y avoir, là, justement, différentes règles de grammaire. Et puis c'est là qu'on voit, tu sais, par exemple, OK, les élèves ont de la difficulté à accorder donc leur partie passée avec être, par exemple, ou donc les S, comme tu disais. Et à ce moment-là, on va mettre plus l'emphase sur ça avec eux autres. On va dire, OK, ça, par exemple, si tout le monde accorde bien leur verbe, par exemple, le sujet avec le verbe, on va passer plus rapidement là-dessus, tout ça, et puis être capable de cibler aussi les élèves qui ont plus de difficultés. Donc, à ce moment-là, on a même ce qu'on appelle, nous, du team teaching, là, dans le fond, ou des enseignants ressources qui peuvent prendre ces élèves-là à part, tu sais, puis travailler avec eux autres, ces difficultés-là. Donc, il y a quand même un suivi de ce côté-là. Un guide, là, qui serait accessible à tout un chacun pour les adultes. Ça serait une bonne idée, effectivement, là, de répertorier ça, de faire un guide, effectivement. Là, éventuellement. Des fautes récurrentes, c'est une très bonne idée, oui. C'est le fun ça serait étudié, là, comme... C'est le fun de mettre le doigt sur des pistes de solutions, et on va aller tranquillement vers ça. Frédéric Desjardins. Mais avant, je me questionne sur l'apprentissage de l'anglais vu par un prof de français. Est-ce que c'est perçu comme un compétiteur? Est-ce que ça aide? Moi, personnellement, je pense que ça a pu m'aider. Non, moi, je suis absolument pas contre l'apprentissage de l'anglais. Là. C'est la langue
l'industrie, c'est la langue, donc c'est la langue mondiale, dans le fond. Là, tu sais, on peut pas passer par-dessus ça. Moi, je trouve ça un petit peu le dommage de penser qu'il faut pas apprendre l'anglais parce que ça va tuer le français. OK. Je pense que c'est surtout du côté du français à rendre ça attractif, là, tout ça. Et puis si tu regardes du côté de l'Europe, les gens parlent couramment 2-3 langues, là, tu sais, c'est pas anodin. Et ils parlent bien leur langue maternelle en même temps. Effectivement, c'est ça. Puis c'est d'être, c'est qu'on soit fier de notre langue, puis de dire, OK, ici, on va le faire en français, puis quand on a besoin de l'anglais, on va y aller en anglais, tu sais. Puis, par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est quand je vais à Montréal, là, tu sais, on voit vraiment qu'il y a un recul, là, tu sais, dans les restaurants, tu te fais souvent servir en anglais, tu sais, ça, je trouve ça un petit peu... il y a ce côté-là là, qui est un peu... mais en même temps, je me dis, c'est la loi de la nature, quelque part. Là, je sais pas... c'est un petit peu réfractaire là, à donner des amendes ou à la coercition. Donc, ça, c'est moins mon bague. Même si tu es en plein dedans et tu forces pour que les gens parlent et écrivent bien et comprennent bien le français tous les jours. D'accord. Mais effectivement, à Québec, on sent pas ça, cette pression-là de l'anglais comparativement, j'imagine que tu dois aller à Montréal une couple de fois. Donc. C'est rare, personnellement, mais je vais ailleurs. Et puis, moi, par exemple, je travaille pour être vraiment bilingue, mais ça paraît sur mon français. Des fois, je vais penser en anglais. Je vais avoir puis je suis vraiment 100% d'origine francophone, langue maternelle 1000%. J'ai pas parlé anglais avant, assez vieux, malheureusement. Mais quand ça s'intensifie, là, un voyage à l'étranger, généralement, je reviens, puis ça va plus sortir en anglais, pas qu'en français, mais qu'en moyenne, qu'en général. Et, mais pour point de vue structure grammaticale, ça se ressemble quand même, l'anglais et le français. Donc, puis il y a une très grosse partie, c'est insoupçonné à quel point les mots semblables, là, avec... quelques changements près, à une lettre près, sont exactement la même chose. On revient à l'enseignement du français pour terminer déjà, mais on peut faire des parenthèses, on a de la liberté. Mais je te nomme ministre Frédéric Desjardins, je te nomme ministre de l'Éducation demain matin. Je prends pas le travail. Non, mais puis là, surtout avec la crise actuelle. C'est beaucoup de... On éteint des feux par les temps qui courent, c'est absolument dommage. Alors qu'on sentait que la Coalition Avenir Québec avait une volonté de réforme dans l'éducation, puis c'était bien nécessaire. Mais bon, on enlève là cette condition-là actuellement de maladie qui circule et on focus sur le français. Qu'est-ce qu'on doit prioriser rapidement? Est-ce qu'on doit revoir le programme d'apprentissage? Est-ce qu'on doit mettre plus d'heures par semaine sur la discipline? Est-ce qu'on doit faire en sorte que la discipline soit plus considérée dans les autres? Exemple, en histoire ou en géographie, il y a une limite là, pour ce qu'on peut avoir comme faute de français. Je te laisse le champ libre là, pour parler de réforme et de besoins d'amélioration en général dans le réseau de l'éducation pour le français. C'est que là, les réformes, on en a eu beaucoup là, à un moment donné. Là, souvent, c'est changer des termes, puis ça revient un petit peu au même. Là, tu sais. Donc, dans le fond, ce que je pense, effectivement, il faudrait peut-être... Moi, je pense qu'il faudrait revenir quand même, là, peut-être à mettre plus de temps là, sur les notions grammaticales de base, au moins. OK. Ça, c'est important, je pense, là, pour leur faire comprendre là, au moins l'essentiel, comme je te disais. Parce que arrimer, ça, c'est un truc qu'on est en train de faire, justement, là, en tout cas avec nos collègues de première secondaire, c'est essayer de vraiment arrimer là, les différents niveaux avec l'autre. Ça manque. Des fois, un peu, on travaille peut-être en silo. Là, en première secondaire, on fait une affaire. En deux, on fait notre affaire. Mais d'essayer au moins qu'il y ait une continuité là, peut-être plus évidente. Là. Il y en a une, c'est sûr, là, mais de la mettre encore peut-être plus évidente en se concertant. De dire, OK, on va juste, par exemple, prendre les mêmes méthodes de correction, par exemple. Parce que des fois, en un, ils vont
vont présenter une méthode de correction. Les élèves s'habituent à celle-là. Tu arrives en 2, là, l'autre prof la change. C'est tout à fait la même chose. D'au moins d'arrimer ça ensemble. Là, ça. Harmoniser, OK. Oui, harmoniser le plus possible, sans vouloir m'immiscer dans les les autres matières. C'est de ma faute, là. C'est de ma faute, tu mets ça sur mon dos. Non, mais peut-être effectivement, là, peut-être pénaliser plus le français, mais eux autres, ils ont quand même, là, ils vont beaucoup plus axer sur savoir s'ils comprennent, si les gens comprennent bien, par exemple, en histoire, tout ça. Ils veulent pas dévaloriser leur propre matière. Il y a beaucoup de professeurs déjà qui ôtent quand même qui mettent des points là, sur les fautes de français, tout ça, parce que de toute façon, une personne qui écrit extrêmement mal, ben, elle sera pas capable vraiment ça sera pas cohérent, là, ce qu'il dit, ça va être difficile de le comprendre, donc, de comprendre ce qu'il dit, donc, ça me semble quand même, les professeurs des autres matières vont aller quand même, ont un regard sur ça, on va dire. Très bien. Je pense que ça fait un beau tour d'horizon, mais juste petite question plus particulière en terminant, je me la permets quand même, c'est pas dans l'ordre des choses nécessairement d'une balado typique, mais c'est des salles du français, alors on se le permet. On a entendu des histoires de professeurs qui, dans leur formation pour devenir professeur, avaient vraiment escamoté le français. Il y avait peut-être une petite bulle médiatique là-dedans. Il y avait probablement du vrai aussi. Mais tes collègues, est-ce que tu peux constater que le niveau de français est à un niveau où ça devrait être ou il devrait y avoir des ajustements dans En général, c'est très bien. Moi, je pense. Mais c'est sûr depuis qu'ils ont instauré, là, ils ont resserré là, les règles universitaires, tout ça. Là, puis, il y a quand même maintenant, avant de rentrer dans la profession, il y a quand même un examen là, à passer, là, sur, quand même assez poussé, assez corsé, là, c'est sûr qu'il y aura peut-être des exceptions ici et là, des gens qui vont avoir été capables de se faufiler, mais en général, là, c'est quand même bien. Là, je dois dire que les professeurs, on a quand même la coin dure, là, on se fait taper dessus assez souvent. Là, de plusieurs côtés différents. Oui, de plusieurs côtés. C'est pas. Moi, c'est un métier que j'adore, là, puis mais si on travaille avec des humains, puis c'est des gens en plus, donc il faut. C'est déjà, avant de leur enseigner quoi que ce soit, il faut déjà qu'ils soient dans une position intéressée, là, puis qu'ils soient capables de. En fait, il y a beaucoup d'affectifs dans tout ça. Là, si vraiment, là, c'est plus comme avant. Là, moi, quand j'étais jeune, au secondaire, un prof pour arriver, puis on avait peur de lui, puis on prenait notre trou, puis on faisait ce qu'on avait à faire. Là, mais impossible ça ne fonctionne plus, ça marche plus. Ça. C'est plus comme ça. Puis il faut être relationnel, puis être capable de prendre en considération chaque individu, comment il est, puis fait que c'est pas. Je dirais que les 2 premières semaines là, d'école, c'est vraiment, on commence tranquillement à faire de la matière, mais c'est vraiment de connaître les élèves. De les connaître, puis voir comment ils sont, puis de chaque spécificité de chaque individu. Mais moi, je trouve ça intéressant. Là, ça s'améliore. Ça s'améliore. Moi, j'ai 35 ans. Puis bon, j'en ai connu, là, ça fait pas si long que j'ai fini, puis j'en ai connu des profs comme ça. J'en ai connu aussi qui étaient chauds, puis j'en ai connu qui dormaient en avant de la classe, qui nous donnaient des exercices. J'ai l'impression que c'est en diminution et c'est une très bonne chose pour l'éducation en général et certainement pour le français. Merci Frédéric Desjardins. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Parfait. Et à la prochaine. Merci. Oui, merci. Salut.